Allez. Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance, un nouveau direct ce soir depuis Coulommiers-Chamiers, Périgueux, RLP 102.3. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, attention, nous allons parler neuropsychologie, nous allons parler TDAH avec Stéphane Soury, psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie et thérapie cognitive et comportementale, exerçant à Bordeaux et Marsac. Stéphane-Soury-neuropsychologue, Soury S-O-U-R-Y. Monsieur Soury, Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. Un petit rhume annuel, je vois, là, c'est un petit excès de pollen peut-être, ou un petit peu... J'ai la sinusite. Bon, écoutez, nous allons sinusiter ensemble, c'est pas grave du tout. Et ce soir, nous allons regarder effectivement qui est donc ce neuropsychologue qui exerce sur Marsac dans notre environnement et qu'est-ce que le TDAH. On en parle tout de suite. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Bon, Stéphane Soury, déjà, qui êtes-vous? Pourquoi la psychologie? Qu'est-ce que c'est que la neuropsychologie? Enfin, qui est Stéphane Soury? Eh bien, je suis né à Bordeaux et puis j'ai épousé le Périgord il y a 15 ans, en même temps que j'ai épousé ma femme d'ailleurs à Bergerac, par la volonté de vivre à la campagne. Et puis, c'est vrai que l'autre grand amour de ma vie, ça a été de faire les études de psycho. Hein. C'est sûr que c'était compliqué pour moi. Vous l'avez su très tôt ou c'est venu sur le tas? Non, je l'ai su au hasard comme ça, mais je me suis beaucoup ennuyé, moi, en cours, en classe. J'étais à la limite du décrochage scolaire, et puis quand j'ai trouvé ça, après, j'ai fait 8 ans, et j'étais hyper passionné, donc voilà, la psychologie... 8 ans, doctorat? Non, c'est parce que j'ai fait plusieurs bac plus 5. D'accord. J'ai fait un bac plus 5 recherche pour écrire des articles scientifiques. Et puis, on apprend beaucoup de choses dans la recherche. On apprend que on a beaucoup de croyances et quand on veut vraiment les vérifier, tout se casse par terre dès qu'on les passe sous le filtre de l'expérimentation. Bah oui, c'est pour ça qu'on recherche. La science n'est pas fixe, elle évolue. Notre conception, notre appréhension de la science évolue au fur et à mesure du temps. Ah ben oui, on dit toujours que la théorie qu'on a là, c'est la meilleure en attendant qu'elle soit déboulonnée par une autre. D'accord. Donc, toujours modeste par rapport à ce qu'on pense savoir, et ce sera la même chose pour le sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc, plusieurs bac plus 5, pour l'instant on en a dit un. Ouais, et puis l'autre, c'est en psychologie clinique, donc c'est s'intéresser un petit peu d'accord. À tout spécialisation en fin d'études, donc clinicien, d'accord, ok. Ouais, c'est ça, et puis il y avait mention neuropsychologie, c'était tout neuf, hein, ça venait juste de sortir, j'ai fait la première promo, c'était en 2003 à Bordeaux. Neuropsychologie, parce qu'avant il n'y avait que 2 masters en France, donc ça veut dire 20 places par an en France. Et puis après ça a explosé, j'ai arrêté de suivre, mais on est passé très rapidement à 300 places par an. D'accord. Sur toutes les facs qui se sont ouvertes sur ce domaine-là qui, moi, m'a passionné lors d'un cours en 3e année où il y avait quelqu'un qui s'appelait le professeur Jaffar qui nous expliquait des lésions au cerveau qui chamboulait complètement notre comportement et ça commençait à comprendre. Il y avait un côté médical qui, d'un certain côté, m'a toujours attiré, mais de voir que certains endroits du cerveau permettaient de faire certaines choses ou pas quand on mettait des lésions définitives ou transitoires à certains endroits du cerveau. Donc, c'est le grand flash, la grande passion en 3e année, c'est que M. Jaffar, c'est ça? Ouais, donc je suis tout de suite allé le voir, j'ai dit mais on peut en faire son métier de ça? Elle m'a dit non, ça n'existe pas les neuropsychologues. Il m'a dit ça. Bon, je me suis dit ok, puis je me suis mis à chercher. Il y en avait un à l'hôpital, au CHU de Bordeaux. J'ai eu un stage, et puis après, en fait, c'est une discipline qui a
complètement explosé, quoi. Ouais. Et il y en a eu vraiment de plus en plus. Moi, au début, les maîtres de ça, je me dis, il ne trouvera pas de boulot, hein. Il y en a un par ville. Et puis après, maintenant, il y en a eu presque pas dans chaque rue, mais à Bordeaux, pratiquement aussi. Ouais. D'accord. Donc en fait, neuropsychologie, c'est l'étude de la psychologie en fonction du physique, de la physiologie, c'est ça ? Un petit peu, elle est issue pas mal des sciences cognitives au départ, qui n'a rien à voir forcément avec le cerveau, mais c'est étudier comment fonctionne la mémoire. Et quand on dit la mémoire, il y a déjà une erreur, parce qu'il y en a plusieurs. Donc les différents types de mémoire, les différents types de perception visuelle, auditive, les différents types d'attention, le langage, bien sûr. Donc la psychologie cognitive, c'était faire des expérimentations sur comment ça marche, toutes ces capacités. Et puis après, ça s'est marié avec la neuroanatomie. Et on s'est aperçu que ce qu'on avait découvert de façon plus expérimentale, mais sans regarder dans le cerveau, pouvait être plus ou moins relié à certains réseaux de neurones ou même certaines parties du cerveau. Et donc voilà, moi d'ailleurs j'avais fait psychologie cognitive comme spécialité en quatrième année. Je crois d'ailleurs que c'est il y a 20 ou 30 ans qu'on a commencé à mapper, enfin regarder quels étaient tel endroit du cerveau qui faisait telle ou telle chose, plus ou moins via des blessures de guerre ou ce genre de choses. On essaye aujourd'hui encore, je crois, d'identifier, de localiser les fonctions géographiquement, non ? On essaye, alors il y a eu beaucoup de boulot dessus. Maintenant, il y a d'autres voix qui disent que c'est le localisationnisme, ça n'a plus trop de valeur parce que c'est plus diffus que ça. Mais il y a des expériences comme ça, par exemple, Broca, quelqu'un de Castillon-la-Bataille, le docteur Broca, qui a donné son nom à la fac, à l'amphithéâtre Broca de Pico, qui avait découvert un patient qui, tout à coup, pouvait plus dire que tant. Et puis quand il est mort, ils ont ouvert la boîte crânienne, ils ont regardé le cerveau, il avait fait un AVC dans la zone de Broca, ils l'ont appelé comme ça, et qui était une zone très précise à l'avant du cerveau, à gauche, et qui permet de mettre en mots, de fabriquer du langage sonore. Voilà, donc quand on a une lésion là, on peut plus parler. D'accord. Par contre, on comprend parfaitement. C'est-à-dire, même les patients se parlent parfaitement dans leur tête, mais alors dès qu'il faut... Si vous voulez, c'est comme si c'était le bras... Formalisé, quoi. Le bras du langage. Mais on sait ce qu'on veut faire, mais on ne peut plus le faire avec le langage. Donc voilà, il y a eu cette expérience-là, il y a des expériences hyper connues, la traversée des États-Unis, quand ils ont fait le chemin de fer pour aller d'ouest en est, ils cassaient les roches, et puis quelqu'un avec une baramine, en bourrant la poudre, la baramine a explosé, lui a traversé le crâne, passé au niveau de l'œil et sorti en haut du crâne, et le gars avait rien. Bon. Et puis ils ont recherché, et c'était une zone très précise qui était plus dans l'intelligence émotionnelle, quoi. Il avait changé de personnalité, mais par contre il n'avait pas de trouble de mémoire. Tout le monde s'est dit, oula, il va y avoir quelque chose. Non, il n'avait pas de trouble d'attention, il avait un trouble dans la communication sociale, il était devenu plus froid, il interprétait moins bien les émotions des autres, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça un peu le début de la neuropsychologie, c'est à travers des accidents, parce que chez l'humain, on n'a pas le droit de faire une lésion juste pour le plaisir, comme on pourrait faire chez les animaux. À travers des accidents de la vie, si on peut dire, on a découvert certaines zones du cerveau qui étaient critiques pour exécuter certaines choses. Le langage, la mémoire, voilà, dans la maladie d'Alzheimer, on sait que ça risque d'être plutôt au niveau de l'hippocampe, qui est une zone qui est dans le lobe temporal, et ce serait la première touchée. Bon, voilà, c'est assez localisé. Ouais. D'accord, donc en fait, on évolue toujours. La neuropsychologie, c'est effectivement aussi la biologie, la physiologie, l'anatomie et le comportemental qui va avec. C'est ça, en fait, la définition de neuropsychologie. Voilà, et au début, c'était très centré attention-mémoire, et petit à petit, ça s'est intéressé à l'autisme, à la schizophrénie, aux troubles bipolaires. Donc c'est encore en pleine croissance, quoi. Ça s'occupe de plus en plus de sujets, donc c'est une science intéressante qui a aussi ses limites et sûrement aussi des choses qu'on peut lui opposer.
car parfois c'est peut-être un peu réductionniste et il faut aussi prendre d'autres domaines de la psychologie que la neuropsychologie, c'est-à-dire le domaine affectif, l'impact de la famille sur la construction de la personne, l'environnement. Et voilà, et c'est vrai que ça c'est le plus important. Un des neuropsy les plus connus, qui donnait cours à Bordeaux d'ailleurs, qui s'appelait Martial van der Linden, qui est mort, nous avait dit d'assumer la complexité. Et assumer la complexité, c'est justement ne pas s'en tenir juste à ce qu'on sait avec des tests. Et ce que c'est que la neuropsy, il faut assumer aussi toute la complexité de toute la partie, de toutes les facettes psychologiques de l'individu, quoi. Et si on se tient juste à la neuropsy, pour moi, on n'est pas un psychologue à 100%, quoi. En tout cas, c'est ce que lui voulait dire et ça m'avait vraiment marqué. Ouais, c'est intéressant. D'assumer la complexité. C'est intéressant d'entendre un spécialiste qui a un message d'ouverture et qui dit qu'il est ouvert sur les autres voies que celles qu'il a prises. Ça, c'est intéressant. Donc, on va déjà rappeler que vous avez un certain nombre d'écrits de publications en recherche et ailleurs. Et vous êtes venu ici en libéral et qu'après, votre activité a un petit peu changé. Vous avez commencé à recevoir un public un petit peu différent, on m'avait expliqué, c'est ça ? Mais c'est qu'en libéral, on ne voit pas les mêmes personnes. Il y a moins de blessures de guerre. Oui, alors disons qu'il y a le milieu hospitalier en libéral. À la base, on voyait surtout les enfants avec des troubles des apprentissages, et c'est encore mon cas, hein. Troubles de l'attention, mais troubles de la lecture, troubles de la mémoire, l'orthographe, les problèmes d'écriture. Bon. En libéral, c'était surtout ça à la base. Après, chez l'adulte, moi j'ai commencé à l'hôpital et il s'occupe bien mieux que si moi je le faisais en libéral. Une approche pluridisciplinaire. Je ne sais pas si vous avez un trauma crânien grave et que vous faites du coma. Souvent vous vous réveillez, vous avez perdu la mémoire, de l'attention, vous pouvez avoir perdu du langage. Vous pouvez être infirme, etc. Il faut une équipe pluridisciplinaire pour vous remettre en selle, parfois à un niveau très proche d'antérieur, et puis parfois avec un handicap. Donc c'est accompagner les gens pour vivre avec cet handicap, le minimum de séquelles. Bon, ben ça c'est plutôt hospitalier. En libéral, c'est vrai que je dirais que les problématiques sont quand même un peu plus légères que ce que j'ai vu quand je travaillais à l'hôpital. D'accord. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, est un problème neurologique qui apparaît durant l'enfance, etc., etc. Mais je ne comprends pas très bien, en fait. Qu'est-ce que c'est le TDAH ? Expliquez-nous tout ça. C'est bien que vous ayez dit avec ou sans, parce que c'est tout le truc. Alors, le TDAH, c'est un trouble assez ancien, hein. C'est décrit depuis un long moment, hein. Par exemple, là, j'ai un article là devant moi de 1817, on appelait ça le touche-à-tout. Et puis, petit à petit, les appellations ont changé. On parlait d'anomalie mentale de l'écolier en 1905, l'instabilité de l'enfant en 1913, le syndrome hyperkinétique en 1957. Donc là, on commence à... Hyperkinétique, ça veut dire en gros hyperactif, hein. Et puis, c'est à partir des années 94, on dit TDAH. Alors, TDAH fait partie d'une galaxie, la galaxie des TND, je ne sais pas si vous connaissez. On disait trouble 10 avant. TND, ça veut dire troubles neurodéveloppementaux, pour dire que c'est plutôt génétique. Que c'est dans la façon dont le cerveau est plus ou moins programmé dans son développement, et ça va faire des capacités, un potentiel plus élevé dans certains domaines, mais aussi peut-être des troubles dans d'autres domaines. Par exemple, un TND très, très connu, c'est la dyslexie, hein, c'est les difficultés à lire et souvent à retenir l'orthographe. Dans les TND, il y a aussi un qui est très connu, c'est l'autisme. On dit plus autisme d'ailleurs, on dit trouble du spectre autistique, TSA. Il y a la dyscalculie, souci de calcul, la dysgraphie, incapacité à écrire aussi vite et aussi bien que les autres enfants. Bref, donc il y a la galaxie des TND, qui sont des troubles neurodéveloppementaux, et puis dedans, il y a le TDAH. Donc le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention, et puis il y a un slash, et il y a le H. Donc ça fait TDAH. Il y en a même qui disent TDAHI.
Et le I est très important car dans le TDAH, il y a souvent le I de l'impulsivité. C'est un des symptômes cardinaux de l'hyperactivité. Il y a 3 formes en fait de TDAH. Il y a le TDAH sans le H ni le I, c'est-à-dire le TDA. Donc c'est le déficit d'attention. C'est plutôt des gens qui sont des enfants ou des adultes. Je vois aussi des adultes qui sont pas du tout hyperactifs, qui sont plutôt distraits, rêveurs, dans la lune, qui oublient leurs affaires. Quand on était enfant, c'est ce qu'on appelait les têtes en l'air et les dissipés, oui, en fait. Ça pouvait. Alors après, il y a plusieurs explications. Ça peut être lié au TDAH, mais ça peut être. Il y a d'autres choses qui peuvent vous faire rêver. Peut-être ça peut être votre personnalité. Peut-être que vous avez des soucis. Peut-être vous pensez aux parents qui se sont fâchés hier soir. Sur le plan descriptif, oui, on en voit beaucoup. Après, bon, c'est en faisant des diagnostics, des tests qu'on voit un petit peu de quel problème psychologique ça relève. Mais voilà, le TDA, c'est plutôt quelqu'un foncièrement plutôt lent pour faire les choses, pour exécuter, étourdi, distrait. D'accord. Après, quand il y a le H, H, ça veut dire hyperactif. Alors, hyperactif, ça veut pas dire... c'est vrai que comme il y a hyper, on a envie de se dire, waouh, ça déboîte. Mais hyperactif, c'est juste avoir besoin de bouger quand vous vous concentrez, quoi. C'est se tortiller sur une chaise, avoir besoin de tripoter quelque chose. Un enfant. Hein Un enfant, il tortille sur une chaise, si on bah... le laisse trop longtemps. Non, mais ça, c'est... Oui, pardon. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y a les critères d'âge. Évidemment, on ne pose pas de diagnostic avant 6-7 ans, puisque naturellement, les enfants bougent. Mais pour certains, ça peut être un signe du TDAH, s'il est associé, bien sûr, à d'autres signes. Et puis après, le I, c'est l'impulsivité. C'est le plus gênant, parce que ça touche le social. L'impulsivité, c'est pas pouvoir attendre, pas patienter, pas supporter les frustrations, couper la parole, et que c'est pas attendre son tour. Donc... Là, on rentre dans les comportements asociaux et problématiques. Là. Il y a un peu d'asocial. Ça peut toucher un peu le comportement social. Pas parce que dans le TDAH, on n'aime pas les autres. Même parfois, on peut être très attiré. Pas capable de supporter la frustration, de faire la queue, l'attente. Oui. Le vol, après c'est la porte ouverte à... On n'est plus dans la norme sociale, on rentre dans la transgression sociale presque, si on ne maîtrise pas tout ça. Justement, alors, il faut savoir que dans le TDAH, c'est un des troubles très associés aux troubles des conduites. Donc, troubles des conduites, en gros, avant, ça voulait dire... c'est tout ce qui a rapport avec la loi, la police, la drogue, etc. Donc, il y en a beaucoup plus. Et puis, surtout, le trouble le plus associé au TDAH, surtout quand il y a l'impulsivité, l'hyperactivité, c'est le trouble oppositionnel à les provocations, qui est le fait de s'opposer, de provoquer l'autorité, de dire que c'est jamais de sa faute. Et ce trouble-là aussi est assez fréquent. Et ça donne, quand c'est pas bien pris en charge, et puis en fonction aussi d'autres critères, selon comment vous êtes éduqué, est-ce que vous avez un cadre, etc., effectivement, c'est la porte ouverte après à des carrières de criminels. Je voyais, il y a 25% en détention de personnes qui ont un TDAH. D'accord. Alors qu'il y en a 5% à la population générale. Donc forcément, l'impulsivité, pas supporter les frustrations, ça peut amener à certaines sorties de route, mais il faut quand même faire attention, c'est pas que le TDAH qui fait cette sortie de route, il faut aussi d'autres facteurs familiaux, environnementaux, et il faut une conjonction de plusieurs facteurs, mais le TDAH joue dans le fait d'effectivement de pouvoir être un peu en dehors du système de la norme et de l'autorité. On travaille beaucoup ça avec les parents, puisque les parents sont souvent... démunis de ne pas réussir à poser l'autorité, ou que ce soit plutôt l'enfant qui ait l'autorité sur les parents. Et ça fait partie par exemple, du travail du psychologue, de ce que je fais moi tous les jours, de regarder comment on interprète les comportements d'opposition, de provocation, comment on y réagit. Ça, c'est une partie, je trouve, intéressante de mon métier que j'aime bien. Parce que ça aide les parents, ça aide les enfants. Et puis peut-être que pour plus tard, ça les aide à pas être dans une spirale qui ferait qu'ils seraient encore plus violents jusqu'à une certaine limite où on peut plus les éduquer. Comme on l'a rappelé juste avant, un enfant qui trépigne sur sa chaise, qui éventuellement a des colères, qui est un enfant en fait,
À partir de quand ce n'est plus normal? À partir de quand c'est pathologique? Comment est-ce qu'on place... où est la jauge, en fait? Alors déjà, il y a un critère d'âge, hein, pas avant 6 ans. Et puis après, souvent, c'est par rapport à, par exemple, les enseignants qui trouvent que ça va trop loin par rapport aux élèves qu'il peut y avoir dans la classe, ou les parents qui peuvent plus du tout le gérer. Donc c'est à partir d'un certain degré, quoi. Un enfant Il y a une complexité qui gigote, devient ingérable, d'accord. Ouais. Okay. Il y a, souvent... Après, il y a un biais de sélection. Nous, en consultation, on voit ceux qui... Si vous consultez, en général, c'est que le degré de gêne est assez élevé. Après, il y a plein de TDAH qui ne seront jamais testés. Et puis, parce que le trouble est léger et ça a assez peu d'incidence, ils gigotent, mais bon, ils travaillent et ils n'embêtent personne. Et puis, je veux dire, tous les gilets jaunes en 2020 n'étaient pas TDAH, par exemple. Vous voyez, c'était les... Je suppose qu'il y en avait quelques-uns, mais... il y en avait 5%. D'accord. Okay. Voilà. C'était devant, d'ailleurs. Oui, bon, là, on est 2 dans le studio, mais il y a quand même 5% de TDAH. Oui. Non, mais ça, c'est la statistique nationale. Mais après, Alors, une fois qu'on a identifié un trouble, qu'on sait que, c'est quelque chose qui ne va pas, véritablement, on est face à un enfant qui pose une difficulté, qui représente une gêne pour son entourage et lui a son bon développement personnel aussi, je suppose. Aujourd'hui, quels sont les outils qu'on a et qu'est-ce qu'on fait? Alors, les outils, c'est déjà de poser le diagnostic. Est-ce que c'est vraiment ce trouble-là? Donc souvent, dans les tests, on va trouver des troubles de l'attention, s'il y a de l'hyperactivité. Donc vous le testez un petit peu? Oui, on fait des tests. Il y a des tests qui existent. D'accord. Il y a une partie, dans les tests de QI, il y a certains tests sensibles au déficit d'attention. J'allais y venir. Est-ce que ça a un rapport avec le QI, les HPI, ce genre de choses, parfois, éventuellement? Un rapport, alors il n'y a pas de rapport, on peut être HPI, c'est-à-dire avoir un haut potentiel intellectuel. On peut être un HPI hyperactif, et là avec on peut... Avec un TDAH associé, ou pas. Enfin, de toute façon, la nature aime bien tout combiner, donc tout est possible. Mais dans les tests de QI, il y a certaines données, comme par exemple la mémoire de travail, qui est plus la mémoire immédiate, c'est la mémoire des consignes, garder en tête ce qu'on vient de me dire, pas perdre le fil quand il y a une source de distraction, me souvenir de ce que je devrais faire tout à l'heure, quand on sera tout à l'heure. Cette mémoire de travail, elle est plus à l'avant du cerveau, elle est dans le lobe frontal. Le lobe frontal, c'est en lien avec l'attention. Et elle est testée dans les tests de QI. Donc ça peut être une indication. Vous voyez, si votre ce qui est en lien avec le raisonnement, le langage est assez élevé, mais la mémoire de travail très, très basse, ça peut être un signe de trouble d'attention. Et puis il y a des tests sur ordinateur qui évaluent votre sensibilité à la distraction, faire 2 choses en même temps, réussir à pas se précipiter. Et puis ces tests-là ont été faits passer des milliers de personnes, et puis on regarde si vous vous situez dans une bande moyenne, parce qu'on cherche pas à être pile poil dans la moyenne, ou si vous êtes vraiment dans un score assez rare et assez faible. Auquel cas, là, ça peut être aussi un signe. Et puis, faut vérifier que ça puisse pas être dû au climat familial, à une pathologie psychiatrique d'un des 2 parents. Parfois, vous savez, il y a des enfants qui sont très pénibles avec certains enseignants, et puis la classe d'après, mais c'est une autre personnalité, un autre prof, et puis le trouble s'exprime pas de la même façon. Ça, je l'ai déjà vu. D'accord. Il y a aussi l'influence de l'environnement, parfois du contexte. Et c'est la même chose pour les parents. Il y a des parents qui font l'inverse de ce qu'il faudrait faire, mais bon, ils le savent pas. Et du coup, ça fait flamber le trouble, et d'autres qui savent bien le gérer, et du coup, le trouble est minime. Donc, bien sûr, il n'y a jamais que le trouble, il y a aussi comment on s'en occupe. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à votre question? On s'occupe d'aménager sur le plan scolaire, comment on gère les soucis d'attention, donner des occasions de bouger, essayer de le faire progresser au niveau de l'impulsivité en lui donnant des objectifs précis. On aide les parents pour avoir les bons gestes et enlever les mauvais, par exemple être impulsif ou péter un plomb dès que l'enfant fait pas ce qu'il faut. Ça, c'est à éviter, puisque l'enfant qui a vraiment un TDAH bien net, mais se fait reprendre à peu près toutes les 5 secondes dans sa vie, quoi. Donc les enfants, ça peut être assez terrible. Arrête de bouger, fais pas ça, je t'ai dit non. Qu'est-ce que je t'ai dit? Non. T'as vu comment t'as travaillé? Mais ça, c'est nul. L'enfant teste les murs éducatifs, en fait, aussi.
Alors oui, mais ça, je pense que c'est logique, quoi. En effet, pour tester les limites, et même les adultes essaient toujours de voir si on pourrait avoir plus de liberté ou plus de salaire ou plus de plaisir. On est toujours en train de tester, et les enfants également, hein, c'est sûr, mais on doit aider à structurer ça pour pas que les parents boivent la tasse non plus par rapport à ça. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup à ce que vous venez de dire, c'est qu'on sort du subjectif. Il y a effectivement des tests, des évaluations qui servent à définir. Donc je suppose qu'il est inscrit, ce trouble, au registre des troubles existants, la OPTSD, je crois. Je ne sais plus comment on appelle ça. Le DSM. Le DSM, pardon, excusez-moi. Voilà. C'est autre chose. Et puis qu'il y a effectivement des protocoles existants pour essayer d'améliorer la vie du patient et de son entourage. Voilà, il y a ça. Puis souvent, il y a des rééducations. Hein, on peut rééduquer la mémoire de travail dont je vous ai parlé, l'attention. Souvent, il y a des troubles associés. Donc, il va y avoir de la rééducation en psychomotricité parce que souvent, ils ont du mal à écrire, ces enfants. Écrire sur le plan calligraphique. Il va y avoir de l'orthophonie, parfois ils sont en retard en lecture, et il y a de la psychologie, parce que mine de rien, c'est des enfants qui sont tout le temps repris et identifiés comme le mauvais objet. Alors, je pense pas ils font toujours exprès, mais le vécu de ça fait que 100% des enfants que moi je vois n'ont jamais eu confiance en eux. J'en ai jamais vu en consultation. Très critiqué. Ah ben oui, mais c'est comme si votre patron toute la journée vous dit que c'est pas bien. Forcément, ça a un impact sur vos émotions. Mais quand j'étais gamin, les enfants comme ça, on les envoyait courir dans le bois ou aller jouer au foot. Oui. Mais dans les aménagements scolaires, il y a éventuellement aller faire 3 tours de cours ou aller au fond de la classe, parce que parfois on a besoin de décharger sur le plan moteur. Ouais. Le sport est indiqué, hein, d'ailleurs, le TDAH, on a besoin de décharger de l'énergie pour plusieurs raisons. Pour décharger du stress, mais aussi parce que parfois on se concentre mieux quand on bouge. Voilà, et il y en a qui révisent en marchant parce que ça équilibre un petit peu le cerveau qui fait... Puis des fois une bonne suée, là c'est ça. Oui, voilà. Et d'ailleurs, par contre, en Amérique du Nord, très souvent, ces enfants-là, on les shoot, on leur donne de la Ritaline ou ce genre de choses. Est-ce qu'on surmédique pas un peu les enfants, nous Enfin, les TDAH, on les traite en France, on les met sous camisole chimique ou c'est que du comportemental? Oui, alors vous avez dit shoot. On a 1 minute 30. Shoot et camisole chimique. Donc, après, là, c'est un parti pris. Pour les médecins, c'est quelque chose de très important et très, très utile. Je vois des patients qui me disent ça m'a sauvé la vie. Oui, non, mais donc, j'exagère un petit peu. Mais c'est un traitement qui recycle la dopamine, hein, et qui permet d'avoir davantage d'attention. Les États-Unis ont peut-être été dans un excès inverse où dès qu'un enfant bougeait, ils pouvaient donner le médicament. Il y en a qui grugent pour essayer pour les examens d'avoir une prescription pour avoir le méthylphénidate, qui est la molécule, mais on la connaît plus sous Ritaline par exemple. Donc normalement, c'est en fonction du degré du handicap. Quand on ne donne pas en France un médicament comme ça pour le trouble de l'attention, s'il n'a pas un impact très fort. Après, il y a des études qui montrent que là, ça marche à 90%. Quoi. Dans l'informatique, dans les pays anglo-saxons, il y a des gens qui prennent des choses comme ça pour être plus performants au travail. Hein. Ça existe aussi. Hein. Ils ont dénaturé la fonction de la chose, mais bon, je l'ai constaté. Hein. Ah oui. En Angleterre, aux USA, ils se shootent un peu, ils prennent des trucs. Ouais. Ça a un intérêt, c'est très, très contrôlé médicalement. Hein. Votre généraliste n'a pas le droit de vous le donner. Hein. Ici, en France. En France, oui. Hein, je parle en France, donc c'est que des spécialistes. Vous allez en Californie, ils y sont tous. Hein. Ah oui, ben voilà. Alors, la France a quand même une autre culture. Hein. Je me rappelle quand il y avait 3 millions d'Américains qui prenaient le traitement, en France, il y en avait 1500. Ouais, c'est vrai, c'est exact. Mais ça fait partie des choses qu'on peut proposer, l'approche médicale, oui. Stéphane Souris, comme quoi c'est un sujet sur lequel on aurait pu aller effectivement encore plus en profondeur. Peut-être qu'on y reviendra. C'est possible. Alors on rappelle votre site internet Stéphane-Souris, SOURY-neuropsychologue.fr. Vous exercez effectivement à Marsac et à Bordeaux. Merci d'être venu nous voir. Avec plaisir.
enfance.